Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez été un certain nombre à me demander une explication complémentaire concernant le complément de charge. Donc ici on se retrouve avec un groupe de condensation qui contient 700 grammes de fluide frigorigène de type R134A. Donc un collègue était passé juste avant moi et a réalisé une précharge et a injecté environ 400 grammes dans l'installation. Et donc moi je vais réaliser le complément de charge. Donc faisons un tour du circuit pour nous familiariser avec les différents éléments. Donc on s'équipe bien sûr de nos EPI. On retrouve ici donc un compresseur hermétique. Donc on a ici notre tube d'aspiration que l'on reconnaît grâce à l'isolant. Donc le fluide frigorigène est aspiré puis refoulé en direction du condenseur. Donc le condenseur, lui, va évacuer la chaleur qui a été récupérée à l'intérieur de la chambre froide. On a ici donc le serpentin qui va permettre donc d'échanger la chaleur avec le milieu extérieur. Donc on retrouve à la sortie du condenseur du fluide frigorigène à l'état liquide. Donc ce fluide va être ensuite envoyé vers la bouteille de liquide. Donc au niveau de la bouteille de liquide, on a un tube plongeur qui va récupérer le fluide frigorigène à l'état liquide et qui va donc envoyer le fluide frigorigène en direction du filtre déshydrateur qui est ici en noir. On a ici le voyant liquide et donc le fluide frigorigène va continuer son parcours vers l'électrovanne que l'on voit ici en bleu. Donc ensuite le fluide frigorigène traverse le détendeur, il passe en BP, donc il devient plus froid et donc il va capter la chaleur du local. Donc on retrouve ici en gris le tube d'évacuation des condensats. Avant de démarrer notre installation, nous allons réaliser quelques vérifications préliminaires. Ici, la pastille du voyant de liquide est bien verte, cela signifie que l'installation est bien sèche. Je vais aussi réaliser un contrôle de tous les écrous et vérifier s'il n'y a pas la présence d'huile. Cela indiquerait de façon indirecte la présence d'une fuite au niveau de notre installation. Donc ici, je vérifie l'écrou au niveau de l'aspiration du compresseur, tout est sec, c'est parfait. Je vérifie aussi les écrous de l'électrovanne, du voyant liquide. Tout cela est bien sec, c'est parfait. Donc je vérifie aussi l'état de propreté du condenseur. Donc le condenseur est propre, donc la chaleur va bien être évacuée au niveau de l'échangeur. Je vérifie également le joint de la porte, donc c'est un élément quand même qui est très important pour garantir l'étanchéité au niveau de notre chambre froide. Je vérifie aussi l'état de propreté de l'évaporateur, donc celui-ci est très propre. Donc je peux démarrer, donc je mets mon sectionneur sur le bouton, enfin sur la position on, pardon. J'ouvre mon armoire électrique et je vérifie que tous mes disjoncteurs sont remontés, sont en position on. Donc ici on a les disjoncteurs moteurs, ici le disjoncteur du sectionneur. Donc notre installation est bien alimentée en électricité. Donc on peut mettre le commutateur sur la position marche. On voit que le groupe n'est pas encore allumé, mais par contre que le ventilateur de l'évaporateur est en marche. On peut aller vérifier que le moteur tourne bien. On l'entend tourner, c'est parfait, il y a une circulation d'air dans la chambre froide. Donc on va maintenant vérifier que notre thermostat est correctement réglé. Donc ici nous sommes sur une chambre froide positive. Nous voulons 4 degrés dans la chambre froide, c'est parfait. Donc ici nous sommes à 4 degrés, c'est parfait. Normalement le thermostat devrait commander l'ouverture de l'électrovanne. Donc pour vérifier si l'électrovanne est bien ouverte, j'utilise Magnetic Tool qui est une application très pratique de chez Danfoss. Donc ici on a un petit cercle donc je vais plaquer mon téléphone sur la bobine de l'électrovanne et on voit ici que le voyant tourne. Donc là c'est le signe que l'électrovanne est bien alimentée, donc le fluide est bien libéré et normalement donc le pressostat BP devrait enclencher la machine. Donc là le groupe s'est mis en route, donc dans la chambre froide il fait 22 degrés et donc première vérification tout de suite. Donc là je vois que le voyant liquide bulle. Donc là, c'est le signe
d'un manque de fluide frigorigène sur la ligne liquide. Donc là, je ne suis pas très surpris car, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le collègue a fait une précharge de 400 grammes. Donc il est temps de poser nos manomètres. Donc là, on part sur une intervention classique de pose et de dépose de nos manifolds. Donc là, si vous avez un doute sur cette opération, je vous invite à aller voir la vidéo travaux pratiques numéro 2, pose et dépose des manomètres. Donc là, la température de la chambre froide diminue très lentement. Donc ici, nous sommes à 19 degrés. Tout à l'heure, nous étions à 22 degrés. Maintenant que nous avons posé nos manomètres, nous pouvons lire les valeurs de pression. Donc ici, côté HP, sur la dernière courbe en bleu, donc la courbe du R134A, je lis une température de condensation de 31 degrés. Donc ce qui est quand même un peu bas. Côté évaporation, cette fois-ci, j'ai une BP, toujours sur le même principe, dernière courbe de moins 20 degrés, qui est une BP qui est vraiment très faible. Et ça, c'est le signe aussi d'un manque de fluide frigorigène. Alors un autre signe aussi de manque de fluide frigorigène, ici à la sortie du détendeur, comme le fluide est à moins 20 degrés, il y a une prise en glace qui débute. Même si le contexte d'intervention est assez clair pour moi, je décide malgré tout de faire une recherche de fuite avec le détecteur électronique. Moi, je vous conseille de le faire systématiquement à partir du moment où vous avez un manque de charge dans une installation frigorifique. Donc le principe est assez simple, j'allume donc mon détecteur de fuite et sur chaque raccord, je viens passer ici le détecteur afin de vérifier l'étanchéité de mon installation. Donc dans la mesure où mon circuit est étanche, je peux passer à la phase de complément de charge. Donc ici j'ai une bouteille de fluide vierge de type R134A, ne chargez uniquement que le fluide qui est prévu pour votre installation. Ne jouez pas aux apprentis sorciers en essayant de charger avec un autre fluide. Vous allez obtenir de très mauvais résultats et vous ne pourrez pas obtenir donc la température souhaitée au niveau de votre chambre froide. Alors comment allons-nous réaliser notre complément de charge? Ici nous avons un schéma de principe, on retrouve une balance, la bouteille de fluide vierge de R134A, nous avons le flexible jaune qui est raccordé sur la voie de service du manomètre, le flexible bleu lui est chargé, est raccordé à l'aspiration du compresseur et nous allons procéder par petite injection de liquide au fur et à mesure tout en contrôlant donc le voyant de liquide, le sous-refroidissement au condenseur et aussi l'intensité absorbée au niveau de notre compresseur. Donc on y est, je raccorde le flexible jaune de la voie de service sur la bouteille de fluide frigorigène, je tare bien sûr ma balance, c'est-à-dire que je la mets sur 0 pour savoir exactement la quantité que je vais injecter. Donc je peux ouvrir le robinet obturateur de mon flexible, j'ouvre aussi le robinet de ma bouteille et donc je suis ici mon parcours, je retrouve mon flexible qui arrive sur la voie de service et je vais charger au fur et à mesure en ouvrant ici le robinet côté BP. Donc je procède par petite injection de liquide. Donc là, il faudra être très prudent car vous risquez d'endommager le compresseur si vous injectez une quantité trop grande de liquide. Et donc je contrôle régulièrement en regardant mon voyant de liquide qui est situé donc après le filtre déshydrateur. Donc ici, j'attends quelques minutes que le régime se stabilise entre chaque injection et donc je procède par petite injection. Ici, nous en sommes à 125 grammes et donc le voyant de liquide de notre installation est en train de se remplir tout doucement en fluide frigorigène, comme on peut le constater ici. Donc la pastille est verte, c'est très bon signe, ça veut dire que le circuit est sec. Donc on voit ici que la température de la chambre froide diminue, donc là nous sommes à 9 degrés, nous sommes pas très loin du point de consigne qui est à 4 degrés. Donc on voit aussi côté BP que nous sommes à moins 5 degrés, donc la BP augmente et ça aussi c'est un bon signe. Donc là je continue
mes petites injections de liquide et on voit que la BP augmente au fur et à mesure. Donc il faut toujours laisser un peu de temps pour que le régime puisse se stabiliser. Donc je check régulièrement mon voyant de liquide. On voit ici que le voyant se remplit au fur et à mesure de fluide frigorigène à l'état liquide. Donc je vais ouvrir une petite parenthèse car là on arrive quand même à la fin du complément de charge. Donc ici nous sommes à moins 4 degrés en température d'évaporation. La question qui va se poser c'est quelle est la bonne température d'évaporation pour notre chambre froide. Donc nous avons ici une chambre froide qui doit fonctionner à plus 4 degrés. L'écart normal entre le fluide frigorigène et l'air de la chambre froide doit être compris entre 5 et 10 degrés. Donc là on est sur un système en froid commercial, on n'est pas sur un système en climatisation. Et donc si la chambre froide, l'ambiance doit être à 4 degrés, donc la BP devra être comprise entre moins 1 et moins 6, car l'écart, comme je l'ai dit juste avant, doit être compris entre 5 et 10 degrés. Donc on va affiner le réglage tout en ayant ça à l'esprit, mais en observant toujours le voyant liquide et en mesurant le sous-refroidissement. Côté détendeur, on se rappelle tout à l'heure que le détendeur était givré, là ici il n'est plus givré. Donc je continue ma petite injection de liquide. Donc le collègue avait chargé 400 grammes. Là, moi, je suis pas loin des 300 grammes. Le voyant de liquide est plein de fluide frigorigène. Et la BP s'est stabilisée à moins 4 degrés. Donc côté HP, j'ai 41 degrés en condensation. Dans le local, il faisait 25 degrés en ambiance. Donc si je fais 25 plus 15, j'ai une HP normale de 40 degrés, donc la HP est bonne. Donc je vais vérifier notre sous-refroidissement, donc je mesure la température à la sortie du condenseur et nous sommes à une température de 36 degrés, donc à la sortie du condenseur. Donc je peux calculer mon sous-refroidissement, donc ce sera 41 moins 36, ce qui nous fait un sous-refroidissement de 5 degrés, ce qui est un sous-refroidissement normal, puisque le sous-refroidissement normal est compris entre 4 et 7. Je mesure aussi la surchauffe. La surchauffe, c'est la différence entre la température mesurée à la sortie de l'évaporateur moins la température d'évaporation. Ici, nous avons une surchauffe de 7 degrés. Donc la surchauffe est bonne puisqu'elle est comprise entre 5 et 8. Je vais terminer par une dernière vérification. Je vais mesurer l'intensité absorbée par le compresseur. Donc la documentation technique du groupe de condensation m'indique une intensité nominale de 3,5 ampères. Ici, le groupe consomme 3 ampères, donc c'est parfait. Et donc là, on peut constater que la température de consigne de la chambre froide a été atteinte. Donc là, l'intervention est terminée. Donc il est temps de retirer vos équipements et surtout de récupérer le fluide contenu à l'intérieur du manifold et des flexibles. N'oubliez pas de noter précieusement la quantité de fluide frigorigène injecté dans l'installation. C'est complètement obligatoire de remplir le CERFA après tout mouvement de fluide frigorigène. Donc là, on part sur une dépose de manomètre, c'est assez classique. Donc je mets en cale arrière ma vanne de service HP, j'ouvre mon robinet au niveau du manifold pour pouvoir aspirer tout le contenu des flexibles via l'aspiration du compresseur. Alors pour vider correctement mes flexibles, je suis obligé de fermer l'électrovanne. Donc ici, j'augmente la température de consigne de la chambre froide et l'électrovanne est complètement bloquée. Donc le compresseur est en train d'aspirer tout le contenu de l'évaporateur et va finir par aspirer le contenu des flexibles. Donc là, le compresseur s'est coupé en termes de sécurité BP et je viens forcer le contacteur ici dans l'armoire électrique avec un tournevis. Donc on voit ici que le compresseur aspire tout le contenu des flexibles et là donc je peux fermer ma vanne de service BP, je la mets en cale arrière. J'oublie pas bien sûr de resserrer les presses étoupes
Donc ici j'avais un press-setup qui ne correspondait pas à la clé de 11, donc j'ai été obligé d'utiliser une clé à molette. Par contre côté BP, oui, j'ai pu resserrer avec la clé de 11. Alors là, on est à un moment très intéressant au niveau de la formation. Là, on a retiré les flexibles et on n'a pas entendu de pchit. Donc ça prouve qu'on n'a pas libéré de fluide frigorigène dans l'atmosphère. Donc on a réalisé une dépose dans les règles de l'art. Donc là, je remets les bouchons, je resserre modérément à la clé à molette. Alors n'oubliez pas de régler le thermostat puisqu'on avait augmenté la consigne pour couper l'électrovanne. Donc ici, la consigne était à 20, donc là je remets ma consigne à 4 degrés. Donc là la machine devrait repartir. Avant de ranger mon matériel, je réalise encore une recherche de fuite avec un détecteur de fuite électronique, en particulier au niveau des vannes de service et des press-setup. Donc si vous avez un doute sur cette opération, je vous invite à aller voir la vidéo travaux pratiques numéro 8. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces quelques explications vous ont été profitables. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.